William T, bilan de cette manifestation. Je pense qu'il y a un souci pour Jean-Luc Mélenchon. Le premier, c'est qu'il avait dit que ce serait un front populaire. Il voulait rappeler la grande mythologie de la France de 1936. La difficulté, c'est que c'est ni un front, dans la mesure où les soutiens de la NUPES et les soutiens syndicaux étaient divisés. Les syndicaux n'ont pas soutenu directement Jean-Luc Mélenchon et ne voulaient pas rester collés à Jean-Luc Mélenchon et organisent leur propre marche, leur propre grève mardi. Et surtout, il n'est pas populaire dans la mesure où, en fait, la France du travail, les classes moyennes et les classes populaires ne se sont pas rendues à la manifestation. Et c'est là le sujet essentiel pour Jean-Luc Mélenchon et pour la NUPES. C'est qu'en fait, dans les années 70, dans les années 80, quand vous aviez la CGT qui faisait une marche commune avec Georges Marchais et la CGT, vous aviez à l'époque tous les électeurs ouvriers et de classe moyenne qui se déplaçaient parce qu'ils soutenaient et ils votaient pour Georges Marchais. Aujourd'hui, la sociologie électorale de Jean-Luc Mélenchon ne correspond plus, sur un exemple qui est très simple que pourra certainement confirmer Frédéric Dabi. Au second tour de l'élection présidentielle entre Mitterrand et Giscard, 80% des ouvriers votaient pour François Mitterrand et 20% uniquement pour Giscard. Aujourd'hui, les ouvriers votent principalement pour Marine Le Pen. Lorsqu'ils votent. Lorsqu'ils votent essentiellement. Et donc aujourd'hui, cette France-là, qui normalement fait la mobilisation et qui a fait la mobilisation notamment plutôt classe moyenne lors des Gilets jaunes, ne s'est pas déplacée à la marche de Jean-Luc Mélenchon pour une raison simple. C'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas son électorat, c'est pas le bon émetteur dans la mesure où les politiques sont discrédités. Mais est-ce que là, si la CGT s'était ralliée au cortège, ça aurait fait beaucoup alors, plus justement, exponentiel ou pas Je pense que le sujet essentiel, c'est qu'en fait, les Français, depuis la crise sanitaire, ne se mobilisent plus. Et c'est mon pari depuis le début, c'est qu'hormis s'il y a un cas notamment spécifique sur la question énergétique et sur la question du chauffage cet hiver, il n'y aura pas de mobilisation. Il préfère passer 2 heures à trouver de l'essence plutôt que d'aller dans une externe. Moi, je dirais que le gouvernement sort plutôt affaibli de la séquence, dans la mesure où ils sont jugés par les Français comme responsables de la crise au-delà du conflit entre la Total et la CGT. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a essayé de se refaire avec la NUPES pour tourner la page des affaires de mœurs portées sur Julien Bayou, Adrien Quatennens, etc. Et qu'ils n'ont pas réussi à se refaire la main sur cette affaire-là, et qu'en fait, quand vous éliminez LR, la majorité présidentielle et LFI, il y a une principale gagnante à cette affaire, dans la mesure où elle peut surfer sur une vague de mécontentement qui est réelle dans le pays, et dans le même temps qui ne peut pas être incarnée par les autres partis, et c'est principalement Marine Le Pen aujourd'hui qui en profiterait. La question qui doit être posée, en fait, est celle-ci. Si par cas, vous avez un vote du budget négatif sur un 49.3, une motion de censure, quel parti sortirait gagnant et qui sortirait renforcé en nombre de sièges? Vraisemblablement, ce serait aujourd'hui le Rassemblement national qui obtiendrait le plus de sièges, en tout cas qui progressait plus que les autres partis actuellement. Alors, moi, je trouve que en fait, Pape Ndiaye a subi beaucoup de critiques au début. Il est en train de rectifier le tir pour essayer d'apparaître une synthèse entre ce qu'il incarnait auparavant et Blanquer. Et donc, il se met à mi-chemin entre ce qu'il incarnait auparavant et Jean-Michel Blanquer. Donc, il fait du en même temps. Il fait du en même temps un peu à sa sauce. La difficulté qu'on a sur la question par rapport à sa déclaration, c'est qu'en fait, ce n'est pas vrai historiquement. C'est-à-dire que la République a toujours utilisé l'école comme vecteur à l'époque contre une religion précise qui s'appelait le catholicisme et le christianisme. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé l'école pour enlever l'éducation privée qui était possédée par les religieux. Ils ont utilisé la loi de laïcité, non pas pour garantir la liberté religieuse, mais principalement pour éliminer l'influence de la religion catholique en France. Le sujet qu'on a sur l'école, je pense que c'est un sujet essentiel, c'est que petit à petit, l'école est en train de devenir un territoire perdu de la République. C'est-à-dire qu'en fait, on a le même phénomène que décrivait au début des années 2000 sur les territoires perdus de la République, c'est que parfois, on met de l'argent pour donner bonne conscience, mais on a exactement les mêmes problèmes. Vous avez des professeurs qui fuient les écoles, comme des Français, disait Christophe Guillouin à France Périphérique, qui fuyaient les banlieues pour aller en France périphérique. Vous avez des problèmes d'intégration, vous avez des problèmes religieux aussi, et l'autorité de l'État, en l'occurrence des professeurs, est contestée dans la transmission du savoir, où des personnes en fait font primer le savoir religieux, enfin le fait religieux, plutôt que le savoir académique et scientifique. Et ça, c'est un sujet essentiel, c'est-à-dire que le problème à l'école va concentrer tous les sujets, et plus on attend en termes de temps, et moins on a de force dans le choc de la proposition, moins on sera en capacité de restaurer ce sujet-là. Et dans 20-30 ans, il est vraisemblable qu'on ait le même problème que dans les territoires perdus de la République, donc je pense que c'est un sujet essentiel. D'ailleurs. Oui, mais au-delà de ça, en fait, principalement, là on fait face à un défi, c'est-à-dire la France a mal organisé son immigration et l'intégration des personnes de confession musulmane. Dans la mesure où on a mal compris le phénomène, et on a mal lu un livre qui était, je trouve, très bien fait, c'est le livre de Philippe Diribarne, L'islam devant la démocratie. C'est-à-dire que du moment où des personnes conçoivent qu'un État ne peut être que religieux, dans la mesure où la foi religieuse est coïncidée avec la vision de l'État, est-ce que c'est compatible? En tout cas, ça prend du temps en termes d'intégration sur des démocraties libérales où vous mettez les lois de la République au-dessus de la loi religieuse. Et c'est là la grande difficulté en termes d'intégration. Et quand vous faites face sur un phénomène d'école, c'est-à-dire que quand vous demandez à un jeune qui est croyant, est-ce qu'il place sa foi religieuse
au-dessus du savoir qui est transmis par un professeur. Et vous avez un conflit d'intérêts qui provoque des contestations, mais même des contestations d'un point de vue religieux, des contestations d'un point de vue autorité aussi, parce que de plus en plus de parents d'élèves contestent l'autorité du professeur sur les notes qui ont été transmises, sur le savoir, etc. Dans la mesure où, en fait, si vous n'avez pas de diplôme, c'est très difficile de s'insérer dans la vie d'aujourd'hui avec la démocratisation de l'enseignement supérieur. Et vous avez une course à la meilleure école, au meilleur lycée, pour ensuite après rentrer à la meilleure fac, ou éventuellement à la meilleure classe prépa et à la meilleure école de commerce ensuite. Et vous regroupez tous les mêmes sujets là-dedans, et ça devient une cocotte minute qui devient de plus en plus difficile à résoudre. Et face à ça, les professeurs, quand vous prenez les établissements principalement de la région parisienne, où il y a une forte population immigrée, et ben ces personnes-là, les proviseurs se disent, quand un professeur se fait attaquer, est-ce qu'il soutient son professeur, quitte à avoir des débordements en face? Et ben c'est un sujet qui se pose, et principalement les proviseurs préfèrent aujourd'hui adopter une doctrine qui est pas de conflit, pas de vague, et on enterre l'affaire. Et face à ça, vous avez des professeurs... On quand même moins avec ces nouvelles statistiques. On enterre moins, et puis surtout depuis Samuel Paty, c'est beaucoup plus difficile à enterrer, mais il y a quand même un phénomène d'enterrer et de faire pas de conflit, pas de vague. Et face à ça, les professeurs se disent, est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler à un salaire qui est très faible pour un niveau de qualification qui est très élevé, avec des difficultés dans la transmission de savoir, etc. C'est un vrai sujet qui se pose. Je rajoute, il nous reste quelques minutes, je voulais quand même qu'on aborde la question de la politique internationale et de la guerre en Ukraine. Cette annonce hier de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, la France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens sur son sol. Il refuse, le ministre, de parler de co-belligérance, c'est-à-dire qu'il anticipe évidemment les reproches qu'on pourrait lui faire. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, William T? Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron et son gouvernement jouent plutôt bien sur la question en Ukraine sur ce point-là, parce qu'en fait, on est sur une ligne de crête. Parce que pour que l'Ukraine gagne, il faut qu'on soutienne l'Ukraine, enfin nous, la France, l'Union européenne et le camp occidental, sinon l'Ukraine n'a aucune chance de gagner contre la Russie. Et dans ce cas-là, elle serait désintégrée, et même les Russes pourraient aller jusqu'à Kiev. Et en même temps, on ne peut pas provoquer un conflit mondial, dans la mesure où on ne peut pas être co-belligérant, parce qu'il provoquerait éventuellement un risque de conflit nucléaire et troisième guerre mondiale. Quand on envoie 2000 formateurs, est-ce qu'on n'est pas... Mais je trouve justement qu'à chaque fois, en fait, ce qu'on arrive à faire depuis février, c'est qu'on arrive non, pas 2000 formateurs, pardon, je raconte n'importe quoi en casque. Des formateurs pour former 2000 soldats ukrainiens. En fait, on arrive petit à petit à élargir la marge de ce qu'on pouvait faire initialement. En février, on pouvait uniquement prendre des sanctions contre la Russie. Ensuite, après, on a pu envoyer des armes. Ensuite, après, petit à petit, on a pu envoyer des soutiens qui étaient de plus en plus importants, qui étaient capables, et on le voit sur la contre-offensive ukrainienne, capables de faire changer le rapport de force. Si on soutient l'Ukraine, c'est la meilleure voie possible dans le temps pour permettre que l'Ukraine arrive à se sauver par rapport à la Russie. Et l'essentiel, c'est que les Français ont montré que lorsqu'ils avaient un cap, et un cap précis, et ben, ils étaient capables de se mettre sur les décisions dites compliquées. Ça s'est passé... lors de la France du général de Gaulle et le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Et la seule question qui était portée sur Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'il était capable de dresser un cap clair sur son soutien vis-à-vis de l'Ukraine. Le soutien qu'on comprend, c'est qu'en fait, la France et l'Union européenne fera tout le soutien nécessaire qui est hors présence militaire et hors déclaration de guerre avec la Russie. Et une fois qu'on a un cap clair, les Français peuvent se positionner oui ou non. Et je pense que ce qui a coûté cher à Emmanuel Macron, notamment cet été, c'est toutes ces déclarations sur la fin de l'abondance, etc. C'est qu'il montrait que la France allait petit à petit se diriger vers la co-belligérance et l'entrée en guerre vers la Russie, sans pour autant le justifier et mettre les bémols. Et à partir du moment où il met les bémols... La fin d'abondance n'a pas été perçue du tout comme un phénomène de co-belligérance. En fait, c'était plutôt un discours churchillien sans perspective en fait, positive, et un président qui sifflait... Parce que du sang et de la sueur... Non, je vais vous dire tout simplement, c'était un discours churchillien dans le sens où il annonçait des jours très difficile, mais la vraie différence, et là les fans de Churchill vont être d'accord avec moi, mais il y a des fans bien sûr, c'est que Churchill... En commençant par vous. Tout à fait. Le sang, la sueur et les larmes avaient un but précis, c'était battre l'Allemagne, c'était gagner la guerre. Emmanuel Macron n'a pas donné de cap, il n'a pas dit vaincre la Russie. Je suis d'accord avec vous, et la difficulté c'est ça. En fait, il disait pas quel était l'objectif. Et aujourd'hui, on comprend quel est l'objectif, c'est de faire en sorte, non pas que les Français gagnent contre la Russie, mais de faire tous les moyens nécessaires pour que l'Ukraine battre la Russie. Et c'est ça le sujet essentiel. À partir du moment où vous avez un cap, et je pense que c'est pour ça que les sondages d'intention, enfin le soutien vis-à-vis de l'Ukraine et le soutien vis-à-vis de l'action d'Emmanuel Macron a augmenté, devenu plus important que ce qu'on avait en juin dernier ou à l'été